Que se passe-t-il entre l'Iran et les États-Unis? Il semble que les États-Unis, malgré leurs discussions, Scott Bessent, le secrétaire américain au Trésor, l'a évoqué hier, vont exercer une forte pression sur l'économie iranienne. Ce sera sans précédent. Personne n'a jamais vu ce type de pression auparavant. D'un autre côté, il reste la possibilité d'une nouvelle attaque, d'une nouvelle série d'attaques contre l'Iran. Quelle est l'évaluation des Iraniens? Eh bien, il y a quelques jours, les Américains ont fait passer un message aux Iraniens par l'intermédiaire de tiers, les menaçant d'attaquer l'Iran. Et les États-Unis ont déployé beaucoup de matériel et de ressources dont ils disposent en vue d'un conflit long ou d'une longue bataille. Certains disent que d'après ce qu'ils observent sur le terrain, cela pourrait durer 10 jours, voire davantage. Cela ne veut pas dire qu'ils vont réellement lancer un assaut Kosso, mais ils se sont préparés à une attaque. Il y a des forces au Koweït, en Arabie Saoudite, aux Émirats, au Qatar, en Jordanie, à Bahreïn. Il y a aussi des forces navales en mer et bien sûr dans le régime israélien. Tout cela montre qu'ils sont prêts pour un assaut. Encore une fois, ça ne veut pas dire que ça va se produire, mais c'est ce qu'ils font. Concernant Bessent, oui. De toute évidence, ils vont essayer d'étrangler l'économie iranienne ou l'Iran par tous les moyens possibles. Ça ne marchera pas. Mais je pense qu'il est désormais assez clair qu'avec le nouveau président du Conseil suprême de sécurité nationale, l'Iran sera beaucoup moins tolérant et patient face à l'agression américaine. Donc, quoi que fassent les États-Unis, je pense que la réponse iranienne sera très dure. Je pense donc que nous sommes entrés dans un nouveau chapitre de cette confrontation. Les Iraniens ont décidé que ça suffisait, qu'ils ont montré au monde, à leurs amis, au peuple de la région et à leur propre peuple, qu'ils ont essayé de négocier et que les Américains sont tout simplement incapables de négocier et incapables de respecter leurs engagements. Nous devons donc mettre fin à cette guerre en augmentant le coût pour l'agresseur. Donc, la guerre n'est pas terminée. Je veux dire, il y a une accalmie en ce moment, mais elle peut être très trompeuse. Et bien sûr, pendant que nous parlons, le détroit d'Ormuz est fermé. Je veux dire, un nombre limité de navires le traversent. Pour la plupart, avec le consentement de l'Iran, en réalité. Même ceux qui passent par le corridor iranien ont évidemment obtenu ce consentement. Et certains de ceux qui longent la côte omanaise passent aussi avec l'accord de l'Iran. Ils ont peur d'emprunter le corridor iranien. Et dans certains cas, il y a de petits arrangements entre l'Iran et certains de ces pays. Ils reviennent sur certaines politiques qui leur ont été imposées par les Américains et les Iraniens leur accordent un peu plus de marge de manœuvre. Donc tout cela se produit beaucoup et ça évolue, évidemment, au gré des événements et des circonstances. S'ils attaquent, s'ils se préparent à attaquer, quels pays sont les principaux centres, vous savez, les principaux lieux où se trouvent ces armes qu'ils envoient? Est-ce en Jordanie, au Koweït, à Bahreïn? Où sont-elles en ce moment? Elles sont partout. Oui, ils sont partout. Je veux dire, ils ont déplacé une partie de leur capacité plus loin de l'Iran, comme nous le savons tous, parce que l'Iran détruisait beaucoup de leurs moyens essentiels. Ils ont donc dû en déplacer une grande partie plus loin. Cela rend une attaque contre l'Iran bien plus coûteuse et difficile. Mais ils disposent encore de nombreux moyens dans la région. Et bien sûr, ils opèrent aussi dans le nord de l'Irak. Je ne sais pas quelle présence les États-Unis ont dans le nord de l'Irak, mais dans la région du Golfe Persique, leur présence reste très importante. Ces 2 derniers jours, nous avons eu des attaques iraniennes dans le nord de l'Irak.
au Kurdistan irakien. Il semble qu'ils continuent de croire que ces gens vont faire quelque chose à cette frontière. Mais est-ce que tout cela concerne les forces américaines présentes là-bas, ou bien est-ce une menace venant de ces gens qui font partie de la région, qui y vivent? C'est pas le cas. Je veux dire, les forces qui seraient utilisées dans le nord de l'Irak, tout comme le long de la frontière pakistanaise avec l'Iran, ne seraient pas des troupes de l'OTAN, ni des troupes américaines. Ce seraient des groupes mandataires. Donc ce seraient des organisations terroristes, dont certaines séparatistes kurdes. Mais il y en a d'autres aussi qui ont des bases là-bas ou qui y sont présents. Ils agiraient donc comme des mandataires des États-Unis. Et les Iraniens les frappent depuis très longtemps. Ils ont mené des opérations dans le nord de l'Irak, arrêté certaines de ces personnes et en ont tué d'autres. Les Iraniens ont averti le gouvernement kurde local, dans le nord de l'Irak, que si une opération majeure était menée contre le peuple iranien, l'Iran les en tiendrait responsables. Et eux aussi sont très inquiets. D'un côté, ils subissent la pression des Israéliens et des Américains, qui ont été leurs alliés. Et de l'autre, ils craignent la colère de l'Iran comme celle de la résistance irakienne. Ils sont donc, en quelque sorte, coincés entre les deux. Mais toutes ces bases créées dans le nord de l'Irak l'ont été sous leurs yeux et avec leur consentement. Ils savent exactement ce qui se passe, et ils ont laissé faire. Les États-Unis n'y ont pas nécessairement une présence importante, c'est-à-dire de personnel militaire américain sur place, comme au Pakistan. Je doute qu'il y ait des Américains, à part probablement la CIA, qui traitent directement avec ces gens sur le terrain, au Pakistan, contre l'Iran. Mais ces groupes sont soutenus par les États-Unis, par le régime israélien et probablement par d'autres. Hier, nous avons appris que 2 agents de la CIA ou du Mossad avaient été tués au Baloutchistan. Je ne sais pas si les médias iraniens ont évoqué quelque chose de ce genre. Y a-t-il eu un quelconque reportage à ce sujet? C'était en quelque sorte une rumeur. En Iran, dans la province du Sistan et Baloutchistan. Oui, non, en Iran, ils ont été tués. Je n'ai pas vu ça. Vous l'avez vu dans les médias iraniens? Oui. Non, je l'ai vu dans les médias occidentaux, vous savez. Ce n'était pas dans les médias iraniens. Non, ce n'était pas une source particulièrement importante. Ce n'était pas les médias grand public. C'est pour ça que je l'ai évoqué comme une rumeur. Je ne sais pas quelle est la situation à cette frontière entre l'Iran et le Pakistan, qui est si importante, parce qu'ils y sont toujours, vous savez. En raison de l'histoire, nous savons que la CIA et le Mossad sont actifs dans cette région. Eh bien, le Pakistan est un pays très compliqué et il n'exerce pas un grand contrôle sur sa frontière avec l'Iran. Cela s'explique en partie par la pauvreté qui y existe et par le fait que le budget de l'État est très limité. Mais leur attention est aussi tournée vers la frontière indienne. Et en parallèle, ils ont de très très mauvaises relations avec les talibans en Afghanistan. Ils n'ont donc pas vraiment beaucoup de ressources. Mais il y a aussi des éléments au sein de l'ISI qui travaillent avec toutes sortes de groupes différents. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Il y a quelques années, le ministre pakistanais de la Défense, je crois que c'était lui, était sur Sky News. On lui a posé une question, pas une question sympathique, et il a répondu « Écoutez, pendant 3 décennies, nous avons fait votre sale boulot. » Et donc, enfin, depuis des décennies, je ne sais pas s'il a dit 3 décennies, mais depuis des décennies, et ce que les États-Unis ont fait en Afghanistan, la sale guerre en Afghanistan, et ainsi de suite, ça a vraiment commencé à l'époque de la révolution iranienne. Donc vous savez, la situation près de la frontière iranienne est compliquée.
Mais, de temps en temps, ils entrent en Iran, ils assassinent, enfin, ils tuent un policier, un agent de la circulation ou un religieux local dans une mosquée, ce genre de choses. Mais il ne se passe pas grand-chose. Je pense que pour l'instant, c'est pas un sujet majeur. En revanche, en Irak, ils ont une présence beaucoup plus importante. Je pense qu'il y a quelques milliers de ces terroristes qui y sont basés, 4 ou 5 000. Et donc, depuis quelques mois, les Iraniens les bombardent et les attaquent quotidiennement. Le gouvernement irakien parle du désarmement du Hezbollah et des groupes de résistance en Irak. Mais jusqu'où peut-il faire pression sur ces acteurs en Irak? Le gouvernement est-il assez puissant pour désarmer la résistance irakienne? Ou bien y a-t-il des discussions entre l'Iran et le gouvernement irakien pour comprendre quelle serait leur politique à l'intérieur du pays? Lors des élections parlementaires, les factions irakiennes très proches de l'Iran l'ont emporté. Elles ont obtenu la majorité absolue. Donc de manière générale, le gouvernement irakien est très proche de l'Iran. Mais les Américains tiennent le peuple irakien à la gorge. Tout le pétrole irakien qui est vendu, l'argent va dans une banque américaine. Et ensuite, les États-Unis décident de ce qu'ils donnent à l'Irak. C'est comme ça. C'est aussi horrible que ça. Vous savez, c'est comme si l'Irak n'était pas un pays indépendant. Les Américains tiennent le peuple à la gorge. Et s'ils n'obéissent pas, ils étranglent le pays. Alors, il y a 2 ou 3 jours, je ne sais pas s'ils ont été... Si, mais on m'a dit, il y a 2 ou 3 jours, que les fonctionnaires irakiens n'avaient pas reçu leur salaire depuis maintenant quelques mois. Les Américains retiennent donc l'argent irakien pour contraindre le gouvernement irakien à faire ce qu'ils veulent. Mais d'un autre côté, nous avons vu les funérailles à Nadjaf, dans les villes saintes de Nadjaf et de Kerbala, pour l'ayatollah Khamenei. Et nous savons où se situe le peuple irakien, à la fois lors des élections, mais aussi lors des funérailles. Il y a donc une bataille en cours entre le régime Trump et le peuple irakien. Le gouvernement irakien se trouve donc dans une situation très difficile. Il est assez clair que son cœur est avec le peuple iranien, mais il subit une pression immense. Je ne pense pas qu'il sera possible de désarmer la résistance en Irak, mais je pense que ce genre de situation va continuer pour le moment. Vous avez évoqué la fermeture du détroit d'Ormuz. Y a-t-il un lien entre l'Arabie saoudite et Oman? Peut-être qu'ils utilisent ce corridor pour acheminer davantage de pétrole en dehors du détroit d'Ormuz, sans être trop entravés par ce nouveau dispositif dans le détroit, parce que certaines personnes en parlent. Oui, les Saoudiens n'en tirent pas tant de bénéfices que ça. Les Émirats en profitent probablement plus que n'importe qui d'autre. Mais, d'après ce que je comprends, les Saoudiens en bénéficient moins. Encore une fois, c'est toléré par l'Iran. Ce ne sont souvent pas de très grands navires. Ils longent la côte des Émirats, puis celle d'Oman, puis de nouveau celle des Émirats. Ils font des allers-retours. Les Iraniens pourraient couler ces navires avec des missiles. Mais parfois, ils les frappent avec des missiles. Parfois, ils les frappent avec des drones pour les avertir, pour leur infliger une sanction légère. Et parfois, comme je l'ai dit, ils les tolèrent en raison d'accords qui existent entre, disons, l'Iran et les Émirats. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des relations complexes qui, vous savez, évoluent constamment. Et je n'en connais pas les détails ni la durée. Et un jour, ça peut être... Vous savez, la situation peut changer par rapport à la veille. Mais il y a des relations, des échanges entre l'Iran et certains pays du Golfe Persique.
La politique, peu importe laquelle, s'ils attaquent ou s'ils décident d'exercer une pression économique sur l'Iran, comme Scott Bessent l'a évoqué, tout dépendra de la capacité de tolérance de l'Iran en tant que pays. Et où en est l'Iran aujourd'hui? Où en est la situation économique? Et comment la population perçoit-elle le conflit, la guerre? Car après tout, cette guerre est si importante pour l'Iran en tant que pays. Parce que s'il renonce au détroit d'Ormuz, cela aura des conséquences considérables pour l'Iran, pour toujours. Ce ne sera pas pour 10 ou 20 ans, ce sera pour toujours. Quel est le sentiment en Iran? Les Iraniens ne vont pas renoncer au détroit d'Ormuz. C'est terminé. Ce débat était clos dès le premier jour après le début de la guerre. C'est certain. Et si les États-Unis intensifient l'escalade sur le plan militaire ou économique, les Iraniens vont eux aussi escalader. Comme je l'ai dit, le nouveau président du Conseil suprême de sécurité nationale est en lui-même un signal fort et un message adressé aux États-Unis et au régime israélien. L'Iran va être bien moins tolérant face à l'agression. Et la réponse de l'Iran sera bien plus sévère. Donc peu importe la forme que prendra l'agression, l'Iran va leur rendre la vie bien plus difficile s'ils essayent de rendre la vie des Iraniens plus difficile. Vous savez bien sûr, les Iraniens n'étaient pas, par le passé, ils ont riposté durement. Et ces derniers mois, l'Iran avait évidemment l'avantage. C'est pour ça que les gens disent que les Iraniens ont les cartes en main, comme on l'entend souvent en Occident. Mais je pense que désormais, l'Iran va se montrer nettement plus affirmé et plus dur face à Trump, Netanyahou et tous ceux qui leur sont associés. Et il y a un autre point. La tolérance et la patience de l'Iran dans le détroit d'Ormuz peuvent changer. Pour l'instant, l'Iran laisse certains navires passer, pour différentes raisons. Certains pays n'étaient pas en guerre avec l'Iran. Certains pays sont amis avec l'Iran. Certains pays du Golfe Persique concluent des accords avec l'Iran. Mais si les Américains tentent une nouvelle méthode pour étrangler l'Iran, alors les Iraniens étrangleront davantage l'économie américaine. Mais hier, nous avons entendu Donald Trump dire que le détroit appartiendra tôt ou tard aux États-Unis. Voici ce qu'il a déclaré. Et après avoir fini de vaincre l'Iran, qui est en très mauvaise posture, je déclarerai bientôt que le détroit d'Ormuz est un territoire des États-Unis. Oui, comment? Regardez ces phoques derrière qui applaudissent, vous savez, comme dans un zoo ou quelque chose comme ça. Enfin bref. Je suis sûr que la plupart d'entre eux ne savent pas de quoi Donald Trump parle. Vous savez, ce sont surtout les adeptes du culte MAGA. Vous savez, les gens les moins intelligents et les moins instruits des États-Unis. Non pas que tous les gens instruits et intelligents soient tellement meilleurs. Enfin, je me souviens que Hillary Clinton avait qualifié les partisans de Trump de déplorables, si je ne me trompe pas. Et elle avait dit que, disons, la moitié d'entre eux étaient déplorables. Et elle avait raison. Elle est elle-même tout aussi déplorable, tout comme les gens qui l'entourent et ceux qui lui ressemblent. Mais quoi qu'il en soit, ces gens sont plutôt ignorants. Oui, je suppose. En ce qui concerne le nouveau mécanisme pour le détroit d'Ormuz, quelle part des négociations, ou de ce qui s'est passé jusqu'à présent, est positive? Sont-ils en train d'arriver à la phase finale? Et quelle est la situation actuelle entre les deux pays, l'Iran et Oman? Les négociations sont terminées. Elles le sont depuis longtemps déjà. Il n'y a aucun désaccord entre l'Iran et Oman. Ils ne vont simplement pas annoncer d'accord, parce qu'il n'y en a pas besoin. Ça ne ferait qu'aider Trump à dire « Eh bien, nous avons gagné », alors que Trump n'y est pour rien.
Un accord entre l'Iran et Oman n'a rien à voir avec les États-Unis. Si l'Iran et Oman se mettent d'accord, et c'est le cas, sur la manière de se coordonner concernant le détroit d'Ormuz, cela ne changera rien aujourd'hui, parce que nous sommes en guerre avec les États-Unis. Le détroit d'Ormuz va rester plus ou moins fermé tant que les États-Unis ne changeront pas de politique. Donc, à ce stade, les Iraniens et les Omanais n'ont aucune raison d'annoncer quoi que ce soit, parce que Trump détournerait simplement toute déclaration qu'il ferait pour la présenter comme une sorte de victoire, ce qu'elle n'est pas. Donc, dès que la situation évoluera et que le commerce à travers le détroit d'Ormuz et dans le golfe Persique se normalisera ou sera en voie de normalisation, l'Iran et Oman annonceront leur politique, leur accord, et l'Iran commencera à l'appliquer. Et comme vous le savez, conformément à l'accord, tous les navires qui entrent dans le golfe Persique ou en sortent et qui empruntent le détroit d'Ormuz feront assurément l'objet d'une supervision de l'Iran tout au long du processus. Et finalement, je veux dire, il y aura des frais. Ce ne sera pas un péage. Vous savez, il y a une question juridique derrière cette terminologie, mais des frais seront perçus. Et ces frais serviront à différentes choses. L'assurance, les questions environnementales, et ainsi de suite. Mais quoi qu'il en soit, il y aura des frais. En revanche, aucune annonce n'est prévue pour le moment.